La dernière fois, je vous parlais du nouvel iPad Pro tournant sur la puce M2. Intrigué mais tout de même intéressé, j'ai décidé de me le procurer pour m'en faire une idée plus précisément et ainsi vous la partager. Je vais même aller plus loin car cet appareil va désormais remplacer intégralement mon Mac à l'avenir pour les tâches les plus communes comme les plus complexes. Alors, la grande question, est-ce que ce nouvel iPad Pro peut enfin remplacer un ordinateur? En fait, cette interrogation ne se pose même pas, car pourquoi dire d'un type d'appareil s'il peut en remplacer un autre, si lui-même est capable d'exécuter des tâches identiquement ou presque? Cependant, c'est la manière de les faire qui diffère. Depuis que l'iPad s'améliore, de par son OS ou ses accessoires proposés, beaucoup le comparent à un MacBook ou un autre ordinateur portable, et bien sûr, cette comparaison peut être justifiée. Mais l'iPad se montre plutôt comme une alternative, un objet technologique à part entière, puisqu'il propose quelque chose de différent dans son utilisation, comme pour ses applications disponibles. Son design évolue par parcimonie, car l'excellence de celui-ci est déjà à son paroxysme. Cependant, on a pu voir qu'Apple n'occulte jamais le fait de surtout le faire progresser logiciellement, pour rendre l'expérience toujours plus innovante et intéressante. Aujourd'hui, on a pu voir que l'iPad Pro égale en termes de puissance un MacBook. On y trouve maintenant la même puce, la M1 l'année dernière, la M2 cette année. Tout est fait pour nous faire hésiter et réfléchir sur les capacités de cette machine. Comme je vous l'ai dit, j'ai moi-même eu cette réflexion et décidé de remplacer mon Mac par cet objet. Vous aurez donc prochainement mon retour d'expérience sur le long terme. Je vous raconterai comment cet iPad a pu remplacer mon Mac, et cela pour toutes les tâches que j'exécute. Les points forts, les points faibles, les avantages, les inconvénients, vous saurez tout. Je ne vous cache pas que cela va être un véritable challenge pour moi, car quand on prend des habitudes, il est très difficile de les changer. Mais de nouvelles expériences peuvent parfois se montrer constructives et enrichissantes, ce qui explique ma démarche aujourd'hui. Je vais donc jouer au cobaye en quelque sorte, pour vous donner une réponse réfléchie à une question indéfinie. Revenons sur le modèle que j'ai choisi pour cette expérience ultime. C'est un iPad Pro M2, le modèle avec le plus grand écran, soit le 12,9 pouces, en gris sidéral bien sûr, et avec 1 Tera de stockage pour pouvoir bénéficier des 16 Go de RAM, bien entendu. Pour les accessoires, je l'ai équipé du Magic Keyboard ainsi que de l'Apple Pencil 2e génération, le must pour une expérience la plus enrichie. La première différence en utilisant un iPad, sa conception. Une tablette tactile, géante pour mon cas, permettant une navigation plus intuitive que l'on pourrait avoir sur un Mac par exemple. Et ça change la donne. Pouvoir interagir avec ses doigts simplifie nos actions et offre une expérience plus instinctive, je trouve. Mais la plus grande force de l'iPad est de permettre plusieurs choix d'utilisation, tactilement avec ses doigts ou plus précisément avec le stylet et avec un clavier, un trackpad ou une souris pour se rapprocher et se confondre avec l'utilisation que l'on pourrait obtenir sur un Mac ou tout type d'ordinateur d'ailleurs. Je ne suis pas novice dans la pratique avec un iPad, celui-ci est mon 3e. J'ai eu l'iPad Pro 2018 en version 11 pouces, que j'ai encore et que ma femme a hérité. J'ai également essayé celui de 2020, toujours en 11 pouces, mais cette fois cellulaire. Et aujourd'hui j'ai choisi le M2 en version 12,9 pouces, en modèle Wi-Fi uniquement. Pourquoi ce choix spécifique? Pour la taille, je voulais le plus grand écran pour le plus grand confort possible. Le 11 pouces est génial, très transportable et pratique, mais comme appareil principal, c'est un peu juste. J'ai pu le constater. Travaillant principalement chez moi, donc très peu en déplacement, le modèle le plus grand me paraissait le plus adéquat pour mon utilisation, surtout en remplacement de mon MacBook qui lui est en 13 pouces. Sur cette réflexion, le choix de la version cellulaire n'était pas justifié, en plus d'être plus cher à l'achat, ce n'était pas forcément utile pour mon cas. Et c'est toujours une petite économie qui m'a permis d'investir en accessoirisation. J'ai déjà utilisé exclusivement un iPad dans le passé, que ce soit pour des tâches complexes à plus simplifier, soit pour du montage photo ou vidéo, de la bureautique, du multimédia ou même des jeux, et c'est cette mixité de pratiques possibles qui m'avait fortement plu. Cependant, comme je vous le disais, sur un écran de 11 pouces, tout n'était pas si facile, je dois l'admettre. J'étais même parfois limité par l'OS et par la puissance délivrée à certains moments. Aujourd'hui, les choses ont changé et certaines évolué. Déjà à l'arrivée de la puce M1 sur l'iPad, je me suis dit que cet appareil devenait une réelle alternative, non seulement pour se divertir, s'amuser, mais surtout travailler. Accompagné d'un iPadOS encore plus révolutionnaire, l'expérience ne pouvait que s'améliorer. Enfin, un multitâche abouti, la prise en charge d'un écran externe avec un bureau étendu, tout pour rendre l'expérience encore meilleure. Surtout avec cet écran mini LED HDR qu'offre le 12,9 pouces. On remarque vraiment une différence avec la version 11 pouces, non seulement la taille d'affichage, mais également la qualité de l'image, avec de meilleurs contrastes et des noirs plus profonds. Un vrai gap. Tout dépend de votre utilisation ou de votre métier, l'iPad peut très bien convenir pour une pratique sérieuse et professionnelle, là où un Mac offrira une solution plus complète et précise. L'iPad vous proposera toujours une alternative pour arriver à vos fins et à des résultats convenables. Certes, les tâches ne s'exécuteront que d'une manière moins complexe, mais en allant vers la simplicité et le nécessaire. Et c'est là que le choix se décide, si votre organisation se veut plus productive ou plus attentionnée. En clair,
Vous pourrez tout faire avec un iPad, mais différemment. Et c'est pour cela aussi que la proposition logicielle n'est pas la même d'un système à un autre. Même si beaucoup rêvent par exemple d'une version de Final Cut Pro sur iPad, cela restera sûrement impossible et pour plusieurs raisons. La première, marketing. Si Apple fait ça, cela aura sans doute un impact sur les ventes des appareils tournant sur macOS. Deuxième raison, justement, l'OS. iPadOS est un système optimisé pour le tactile, et même s'il y a des portages d'applications Mac sur iPad, celles-ci restent modifiées et arrangées pour l'iPad. Donc partant de là, il faut se faire une raison. Est-on prêt à accepter une conception différente pour un usage similaire, à changer sa façon de travailler et utiliser des alternatives logicielles? Tout dépendra de chacun. Ça, c'est un fait. Personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas me prendre la tête, mais je suis aussi assez perfectionniste. Au début, je pensais qu'un iPad c'était pour s'amuser et un Mac pour travailler, mais quand on analyse cela de plus près, avec un iPad on se contente surtout de faire une tâche à la fois, avec un Mac on ne se limite pas. Et c'est là peut-être le problème, si on peut dire que c'en est un. Est-ce que l'on est plus productif en cumulant les actions? Pas sûr. Comme diraient les adeptes du minimalisme, pourquoi s'encombrer de choses inutiles quand on peut garder que le nécessaire? Avec l'iPad, c'est en fait un peu pareil. Cet appareil permet de se concentrer sur une seule tâche à la fois et de la mener à bien. Ce que l'on gagne en temps, on le gagne aussi en efficacité, mais tout en simplicité. Pour le montage vidéo par exemple, j'utilisais Final Cut Pro sur Mac, et maintenant j'utilise ou réutilise LumaFusion sur l'iPad. Les différences? Final Cut Pro me permettait d'aller toujours plus loin et de m'essayer constamment à de nouvelles choses. Le problème est que l'on peut très vite s'égarer et du coup perdre du temps. En plus, plus on progresse, plus on constate rapidement les limites de sa machine. Un gros logiciel demande de grosses ressources, naturellement. Avec l'iPad, même si sa puissance est telle, le logiciel est allégé, si je peux dire. LumaFusion est un excellent outil, mais dépourvu de certaines fonctionnalités que l'on pourrait trouver sur Final Cut Pro. Mais est-ce pour autant handicapant? Je ne pense pas. Au moins, on va à l'essentiel. Et ça me plaît. Car dans mon cas, en tant que créateur de contenu, le principal c'est mon histoire et le message que je délivre au travers de mes vidéos. Et peu m'importe d'apporter de la complexité pour rendre le tout compréhensible et encore plus intéressant, je pense. Quand le Mac reste un Mac, l'iPad est à la fois une tablette tactile, un ordinateur portable, une console de jeu, un bloc-notes, une feuille de papier canson, un scanner de documents, bref, vous m'avez compris, plusieurs possibilités avec un appareil, ce qui rend celui-ci si unique. La seule chose à retenir, c'est que malgré sa polyvalence, peut-il correspondre à l'utilisation que l'on en aurait? Est-on prêt à changer ses habitudes et tout faire sur un tel objet? La réponse est propre à chacun. Mais je vous prouverai que c'est tout de même possible, donc n'hésitez pas à vous abonner si cette nouvelle expérience vous intéresse. Et vous serez tenu au courant de la suite des événements à venir. On se retrouve donc très prochainement pour vous en dire plus sur différents sujets comme le montage vidéo sur iPad, jouer sur l'iPad, être productif avec un iPad, bref, tout ce qui est possible de faire avec un iPad. Et vous verrez par vous-même si la conception de cette machine et ce qu'elle permet pourrait vous convenir comme alternative à un ordinateur, même si pour moi, l'iPad est un ordinateur malgré lui.